Merci beaucoup Michel. Donc c'est maintenant Denis Richon, président du musée de l'aviation de chasse de Montélimar, voilà, je ne suis pas trompé, va nous présenter le musée. Bonjour à tous. Je vais vous parler donc du musée de Montélimar, et ce que vous voyez en ce moment sur l'écran, c'est ce que voient nos visiteurs. C'est la partie apparente du musée. Alors pour arriver à faire ça, eh bien, il y a toute une équipe. Donc nous sommes une association qui a été créée en 1986 et le musée a été fondé en 1987. Actuellement, on est une centaine de bénévoles, on a 4 salariés et on a la chance d'avoir beaucoup de compétences, et des compétences très diversifiées, en aéronautique, en technique elle-même, en management, en gestion des finances, en langues étrangères. Et puis, ce qui caractérise le musée de Montélimar, au-delà même de la rénovation, etc., de tout ce que peut faire un musée, c'est la communication. Pour votre information, nous sommes basés sur l'aérodrome de Montélimar. Nous bénéficions d'une AOT non constitutive de droit réel, c'est-à-dire que lorsque vous visitez le musée, vous voyez des bâtiments. Ces bâtiments ont été construits avec des AOT successives, et à chaque fois qu'on passe d'une AOT à une autre, ce qu'on a construit appartient à la ville de Montélimar. Voilà. Alors maintenant, un petit peu d'histoire sur le musée. On voit ici 3 logos. Ces logos correspondent à l'évolution du musée. Au départ, le musée, l'association s'appelait les avions anciens de la Drôme, Musée européen d'aviation de chasse. Comme je vous disais tout à l'heure, le musée a été créé en 87 et on a reçu le premier avion, un Dassault 312, à la même date. Dans cette première période qui va jusqu'en 1994, on a eu une dizaine d'avions. À partir de là, on a vu tous les avions à l'extérieur, il a fallu les construire. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme moyen? Aucun. Donc, la solution qui a été retenue, c'est d'avoir un chantier d'insertion. Ce chantier d'insertion, il a été ouvert en 1994, il a duré jusqu'en 2018. Et avec, dans ce chantier d'insertion, il y avait une dizaine de personnes qui étaient là simultanément. On a passé 250 personnes au total, et ces gens-là ont construit 5000 m² de hangars. Et les hangars, on les a achetés. On les a achetés pour 1 euro. On les a achetés au domaine. C'est une ancienne caserne qui était à Montélimar, la caserne de Charton, et le chantier d'insertion a démonté les hangars, a fait les fondations et remonté l'ensemble des hangars sous la direction d'une personne que vous connaissez peut-être et qui est intervenue la semaine dernière au César, c'est Nicolas Charéron. Sont arrivés 2 événements importants. Le premier, très triste, puisqu'en 1989, le Dassault s'est écrasé avec son équipage au meeting à Issoire. Et en 2012, le Potest Francis a été classé monument historique. Là, on a un deuxième logo, c'est-à-dire qu'on a quitté notre audience qui se limitait à la Drôme et au département limitrophe, et on a commencé à être reconnu un petit peu au moins dans la France. Vous aussi, vous voyez le logo avec la silhouette d'un mirage et la France. La troisième période du musée, elle a commencé en 2021. C'est une période pendant laquelle on a développé la notoriété du musée. Il y a eu la rénovation du Mirage 3X qui a été recommencée. Il y a eu le lancement d'un projet d'extension du musée. Il y a eu des prix du patrimoine dont a bénéficié le musée. Et puis, on s'est aperçu d'une chose, c'est que
d'extension du musée, ça nous faisait changer d'échelle. Et c'est la raison pour laquelle, en 2024, on a fait une analyse stratégique. Pour mémoire, on avait fait la même chose en 2008. En 2008, on s'est aperçu, comme on construisait, que le musée changeait d'échelle, mais qu'il était très imparfait. Et on s'est fixé un plan de travail, et ce plan de travail, il a commencé en 2008 et il s'est fini en 2018. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Moi, ma carrière, c'était dans l'industrie privée. En général, quand on décide d'un investissement, on le fait vite. Et bien là, je me suis aperçu que dans une association, on fait un investissement et puis on essaye d'aller au bout et ça prend longtemps. Je prendrai l'exemple du dernier hangar qu'on a fait. On l'a commandé en 2012 et on ne l'a terminé qu'en 2018. Alors on a des collections qui sont très diversifiées. On a des aéronefs, tout ce qui est aéronautique. On a de la bibliographie. On a les uniformes, les vêtements, les maquettes et les transmissions militaires. Alors les transmissions militaires, à l'intérieur du musée, on a un musée des transmissions militaires qui abrite 250 postes de radio, dont une vingtaine qui sont liés à l'aéronautique. Il y a des appareils qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale sur des bombardiers. Il y en a qui ont été utilisés par le maquis du Vercors. Et donc ça fait vraiment une collection originale. La bibliographie, par exemple, on a fait un inventaire de ce que nous avions et on a 400 documents originaux qui se situent entre les années 1910 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour ce qui concerne les uniformes et les vêtements, bien sûr, on s'en sert pour des mises en situation, mais on essaye aussi d'avoir des uniformes complets qui puissent être une référence à un moment donné. Alors, la collection d'aéronefs, sur les 80 avions que nous avons, il y en a 45 qui nous appartiennent. Et vous voyez que l'armée de l'air et de l'espace, le musée de l'air et de l'espace, contribuent beaucoup à la richesse de notre musée. D'ailleurs, dans les collections, nous sommes le seul musée, à ma connaissance, le seul musée en France qui présente la totalité des avions d'assaut, depuis le Dassault 312 jusqu'au Mirage 2000, il nous manque uniquement le Mystère 2. Et c'est grâce aux collections qui nous sont apportées par l'armée de l'air et de l'espace, par la Marine nationale, par le musée de l'air et aussi par des privés qu'on arrive à avoir cette collection complète. Très important. Alors la raison d'être du musée aussi, c'est pas uniquement de présenter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on voyait le Mirage 4 et le Jaguar, que c'était la partie émergente de l'iceberg. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est conserver nos compétences et notre savoir-faire. Et puis, on s'efforce d'avoir de bonnes pratiques et de tracer toutes les opérations que nous faisons. Là, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord déjà le maintien en vol du Bronco et du Tracker. On a une équipe spécialement dédiée, donc avec des anciens de l'armée de l'air, qu'ils soient pilotes, qu'ils soient mécaniciens, des bénévoles qui n'ont pas de passé aéronautique, mais qui, sous la conduite des hommes de l'art, permettent de faire voler ces deux avions. Il y a aussi la rénovation des appareils, et pour mémoire, là, j'ai mis la rénovation du Mirage 3T. Elle est en cours et elle est exemplaire, parce que le Mirage 3T est exposé à l'école des mécaniciens de Rochefort. C'est un appareil qui est resté pendant plusieurs dizaines d'années sous l'influence de la corrosion marine, et on a reçu un appareil qui était complètement dentelle. Et on refait complètement l'avion. Donc on est intéressé par les travaux qui se font concernant la corrosion de l'aluminium. Et puis il y a aussi la formation bois étoile.
En fait, il existe de moins en moins de spécialistes de la rénovation des avions en bois atoll ou même de leur construction. Donc on a un cycle de formation qui est animé par Nicolas, dans lequel on reçoit ou bien des personnes privées ou des personnes d'entreprise, en particulier des gens de chez Airbus Flight Academy, pour pouvoir les former à l'entretien des avions bois étoile. Et autre chose, on rénove le Potes 36 qui a été classé monument historique en 2012 et qui nous permet de compléter et de donner un exemple de ce que peut être la formation bois étoile. Alors on a beaucoup d'activités sociales qui sont tournées par la jeunesse, donc la préparation du BIA, la gratuité de la visite pour toutes les classes de maternelle à l'université, pour tout ce qui existe en Drôme et en Ardèche. On a des animations du mercredi pendant les petites vacances et au mois de juillet. Pour la partie animation, on a en gros 15 à 20 animations importantes par année. On accueille les stagiaires scolaires, les groupes scolaires et aussi tous les groupes de préparation du BIA qui sont dans la région, et dans la région PACA aussi, puis les groupes jeunesse, etc. On a même eu un stage d'immersion professionnelle, on l'a essayé cette année, on ne recommencera pas l'année prochaine, parce que comme le musée est constitué principalement de bénévoles, on ne peut pas assurer le suivi de stagiaires sur des périodes continues de longue durée. Alors nos visiteurs, on ne voit pas grand-chose. Alors nos visiteurs, à 80%, ce sont des Français. Et les visiteurs étrangers, eux, ce sont principalement des visiteurs de langue allemande, ou germanique, tout de moins. On va dire que ça va être du flamand. Ok. Donc c'est les Allemands. Alors, les entrées. L'année dernière, on a eu 37 000 entrées. Cette année, on va pouvoir friser les 40 000. On voit que dans la courbe, il y a eu une évolution importante qui a été marquée par le Covid. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, nous, de faire l'extension des musées. Donc on a pris toutes nos dispositions pour augmenter notre attractivité et pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires qui était de l'ordre de 180 000 euros disons, au moment du Covid, on est passé pratiquement à 600 000. Tout ça par la communication essentiellement. Et la communication, ce n'est pas le fait des personnes de mon âge. Nous, on fait passer des messages, mais on ne sait pas communiquer comme les jeunes et comme aussi les moins jeunes peuvent appréhender la com. Et pour ça, on a dans notre équipe, donc salariés, une personne dont la formation c'est de la com, et cette personne-là, elle a 25 ans. Et à elle de mettre en forme pour les gens qui ont 50 ans de moins que nous, les messages que l'on veut faire passer. Alors la gestion, c'est quand même important. Vous voyez l'évolution des résultats. Elle a été considérablement améliorée au cours des 5 dernières années. Et nos ressources, c'est en gros boutiques et visiteurs, c'est en gros 65% de notre chiffre d'affaires. Il y a 15% qui sont représentés par les avions volants. Or, les avions, on sait que ça peut tomber en panne. On peut changer un moteur, etc. Ça nous est arrivé je crois que c'était en 2012 ou 2013, et à l'époque, un moteur, c'était 25 000 $. Donc la première préoccupation qu'a eu la nouvelle équipe du musée, c'était de développer le chiffre d'affaires pour que si les avions tombent en panne, on puisse les récupérer et les mettre au musée, mais qu'on puisse continuer notre activité. 4 salariés, c'est déjà 140 000 €. Donc il faut suivre en permanence la trésorerie. Alors en fait, ce n'est pas du tout de l'aéronautique qu'on fait.
Alors, on a une vision dynamique de notre développement. Donc, protéger le patrimoine, oui, on va construire des hangars. Et comme vous le disiez tout à l'heure, construire des hangars qui puissent accueillir du public. Alors, on a choisi de faire 3 hangars de 1000 m². On aurait pu faire 3000. Mais quand on est à 3000 m², on est dans un hangar de 4e catégorie avec des contraintes administratives très importantes. Donc, là-dessus, on a déjà bien avancé, puisqu'on a le permis de construire, et on attaquera la construction dans le 2e trimestre de cette année. Mais il y a une chose que je veux dire, les premiers hangars qu'on a construits, il n'y avait pas la contrainte des normes qui existent maintenant. Et à l'époque, pour construire les hangars, on a vu un architecte, il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? Bon, eh ben, vous faites sur chaque poteau, vous mettez 1 m³ de béton et ça ira. Là, on a mis 4 ans pour avoir le permis de construire. Alors aussi, comme on va se développer, il va falloir qu'on se professionnalise. Et ce qui est important, c'est de trouver une méthode qui permette de se professionnaliser. Donc, on a choisi de prendre la méthode qui, à terme, pourrait nous conduire à devenir musée de France. C'est-à-dire qu'on a écrit un PSC, on a fait des inventaires, donc on sait où on est, on connaît nos contraintes, on connaît des solutions et on peut les planifier. Ça, c'est très important. Reste qu'il va falloir toujours développer l'attractivité du musée. Et quand on fait ce genre de documents comme le PSC, on est obligé d'y réfléchir. On est allé chercher des idées. Moi, j'ai trouvé des idées dans des stations de ski, avec des choses qui peuvent très bien s'appliquer à l'aéronautique. Et il faut profiter du numérique pour pouvoir faire de l'immersion à nos visiteurs. Et puis, quelque chose de très important, c'est d'être un acteur structurant de la communauté. Vous voyez, par exemple, dans les activités, quand il y a les journées européennes du patrimoine, cette année, on a fait un concert symphonique avec 40 musiciens dans le hangar. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on regarde avec la municipalité ce qu'on peut faire. Parce que, en fait, avec le statut administratif que l'on a, on peut être fichu en l'air du jour au lendemain. Alors 40 000 visiteurs, c'est peu par rapport à de grands musées, mais pour la ville de Montélimar, ça veut dire un visiteur pour un habitant. Donc ça commence à devenir important. Ça permet de faire du chiffre, d'animer les restaurants, etc. Dans une ville comme Montélimar, qui est une ville de passage, c'est important qu'il y ait des points d'intérêt pour que les touristes, et Dieu sait si on a l'été, laissent un petit peu une partie de leur portefeuille chez nous. Voilà. Voilà le musée, et j'espère que dans 10 ans, on aura atteint nos objectifs. Merci. Merci beaucoup, Denis. Maintenant, c'est Gaël. Donc, on va aller de Montélimar à Ouessant. Voilà, heureusement qu'il y a l'avion pour faire ça.